Des faits comme cela, très franchement, dépassaient totalement ce qu'on avait connu avant. Comment ces choses-là sont-elles possibles? Comment peut-on faire ça à des enfants? Comment des adultes peuvent avoir ce genre de comportement? Outreau, c'était devenu un tabou. Outreau m'a complètement détruit. Tout l'argent du monde, tout l'or du monde ne peut pas réparer ce qu'on nous a fait. C'était un procès qui avait enflammé ce pays, c'était le procès du siècle. Tous les médias nous ont servi la même soupe, la même version. Il suffit de taper le nom de Badawi sur Internet pour que vous ayez une multitude d'articles. C'était la première fois où on jugeait de problèmes, on va dire, de procédure. On a fait un choix à mi-chemin qui est satisfaisant pour personne. Le juge Burgot, il n'a pas été sanctionné du tout. Monsieur Burgot est quelque part celui par qui le scandale est arrivé. Et ça, je pense qu'ils ne le lui pardonneront pas. On voit encore les flashs, les images. On voit encore les détails, les cris, les pleurs. Accusés des pires atrocités, victimes des plus odieuses calomnies, ils ont suscité la curiosité de l'opinion publique, passionné les médias et même inspiré le cinéma. Leur histoire a bouleversé le système judiciaire français. Outreau, un fiasco judiciaire sans précédent, un scandale dont la justice est sortie affaiblie, meurtrie. Que sont devenus ces acteurs? Qu'a changé cette affaire au niveau des lois, des investigations scientifiques, des méthodes d'enquête, de l'approche judiciaire, du droit des victimes ou encore de la réparation? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire d'Outreau et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Au sommaire de cette édition, l'acquittement pour les 6 accusés d'Outreau. Il aura fallu pour cela près de 8 heures de délibération au juré de la Cour d'assises de Paris. Tout commence le 22 février 2001, lorsque 3 enfants de 3, 5 et 7 ans, placés en famille d'accueil, dénoncent des abus sexuels. Quand ils rentrent chez leurs parents le week-end à la Tour du Renard à Outreau, dans le Pas-de-Calais, Shérif, Dimitri et Jonathan Delay expliquent qu'on leur fait des manières. Leur père, Thierry Delay, les viole. Leur mère, Myriam Badawi, regarde et participe, disent-ils. Parfois, il y a aussi un couple de voisins, Aurélie Lafranc et David Delplanque. Les enfants Delay sont soumis à un examen médical. Je trouve des lésions évidentes d'actes de pénétration répétés chez l'un d'entre eux et chez les autres, des actes moins évidents mais compatibles avec des pénétrations répétées. Et les enfants donnent des noms. Les dénonciations s'enchaînent. En plus de leurs parents et du couple de voisins, ils accusent maintenant une boulangère, un chauffeur de taxi, un huissier, une mère de famille, un abbé et un handicapé mental. Tous sont accusés des pires sévices. Ce qui était quand même assez frappant dès le départ, c'est qu'on ne limitait pas la dénonciation au père, un oncle, un frère, mais la dénonciation portait sur les gens de l'immeuble, la famille, les gens de l'immeuble et des personnes extérieures. Ce qui avait évidemment dès le départ donné à cette affaire une connotation particulière. De plus en plus de coupables et de victimes aussi. Les enfants Delay affirment que d'autres enfants ont été violés, plusieurs dizaines. Les gens avaient peur à la Tour du Renard qu'on leur enlève leurs enfants. Il y avait des enfants qui étaient partis. Les gens se sont cachés. Et la Tour du Renard a changé. Sur ces accusations, 2 semaines plus tard, 25 enfants sont aussitôt retirés de chez eux pour être placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil. L'instruction se charge ensuite de faire le tri. Véritables victimes, faux accusés, vrais coupables, le dossier devient tentaculaire. 17 adultes sont mis en examen. Les médias parlent de pornographie, de proxénétisme, de réseau en Belgique, de zoophilie, d'une fillette assassinée et même de notables impliqués dans cette incroyable affaire.
Le dossier il est sur un chemin de non-retour. On ne peut plus faire machine arrière, on ne peut plus remettre personne en liberté, puisque c'est devenu une affaire immense. Jusque-là, c'était un inceste doublé de vicieux de proximité qui venaient de temps en temps faire des saloperies avec les enfants. C'était comme ça qu'était vu le dossier. Et puis là, maintenant, ça devient un réseau international de prostitution, des enfants qui disparaissent, un enfant qui est assassiné. C'est quelque chose de tout à fait hors norme. Et là, le dossier échappe à tout le monde. Il échappe au juge, il échappe au procureur, il échappe aux avocats de la défense, il échappe à la partie civile. Il devient totalement incontrôlable. C'est ainsi que se bâtit l'affaire d'Outreau. Sur les déclarations d'enfants victimes, parfois avérées, parfois imaginaires, et les déclarations de Myriam Badaoui, qui accuse à tout va, et qu'un juge d'instruction croit. Il s'appelle Fabrice Burgot. Dès le début, le magistrat d'à peine 30 ans semble persuadé de tenir l'affaire du siècle. Alors, lorsque Myriam Badaoui et ses enfants donnent des noms, il leur donne des interpellations. Et quand les interpellés nient, le juge les fait incarcérer. Mon frère, il a dit, moi, j'ai rien à foutre là-dedans. Et il mettait des coups de poing dans la cellule. Il dit, moi, j'ai violé personne. Et eux, ils l'ont bourré de médicaments pour être tranquille, quoi, pour qu'il se calme. Mais il s'est bien battu. Quand j'avais été le voir une fois au parloir, il avait plein de sang là, parce que tellement qu'il tapait dans la porte de la cellule. Le juge a été très impressionné à ce moment-là, parce que moi, je me souviens très bien de ces interrogatoires. Je suis sorti de là avec la certitude que les enfants disaient très exactement ce qu'ils avaient vécu. Et cette authenticité nous avait marqué à l'époque. Au moment où vous vivez ces instants-là, vous êtes dans la souffrance des gosses, vous êtes dans l'horreur du comportement des adultes, vous êtes dans le ressenti, vous êtes un petit peu, je ne dis pas dans la haine, parce qu'on n'a pas à avoir de haine, mais en même temps on se dit comment ces choses-là sont-elles possibles? Comment peut-on faire ça à des enfants? Comment des adultes peuvent avoir ce genre de comportement? Et à ce moment-là, vous êtes emporté par la passion. Une passion qui mènera tout droit vers un fiasco judiciaire. Après 3 années d'instruction passées derrière les barreaux pour la plupart des accusés, le procès des pédophiles d'Outreau s'ouvre en mai 2004 devant la cour d'assises de Saint-Omer. 17 accusés sont dans le box. Ils sont désormais tristement célèbres. Roselyne Godard, Karine Duchauchois, Alain Maréco, Daniel Legrand, père et fils, Sandrine et Franck Lavier, Thierry Dosque. La plupart d'entre eux protestent de leur innocence. Ils dénoncent le calvaire que la justice leur inflige. Odile et moi n'avons rien fait. Que nous sommes accusés à tort. J'ai mon innocence qui va être démontrée et j'ai besoin de me reposer. Excusez-moi, monsieur. Mais devant la cour, Myriam Badaoui continue à invectiver l'un, à accuser l'autre, à exhorter un dernier à avouer. Elle ne leur laisse aucun répit. C'est une cocotte minute. Quand elle a envie d'exploser, elle explose, rien ne l'arrête. Quand elle a envie de pleurer, elle pleure. Elle est dure, elle invective les autres accusés. On sent qu'elle a de la poigne et qu'elle a du poids. On sent d'ailleurs son mari à côté d'elle. C'est un personnage falot. Elle est dure, elle a de la poigne, jusqu'à ce qu'elle craque. Après 2 semaines de procès, Myriam Badaoui s'effondre et reconnaît. Et elle donne les noms des seuls coupables. Elle, son mari et le couple de voisins. Elle se tourne vers les autres accusés qui sont derrière elle. Et elle leur parle. Toi, la boulangère, t'étais gentille. Pardon, pardonne-moi. Monsieur Maréco, je le connais même pas. Toi, Pierre Martel, t'as jamais rien fait. Myriam Badaoui s'excuse et innocente les 13 autres accusés, avant de faire volte-face. Finalement, tous sont violés. Ils sont tous coupables. Un comportement déroutant pour un verdict tout aussi dérangeant. Après 2 mois de procès, Myriam Badaoui est condamnée à 15 ans de prison. Son compagnon Thierry Delay prend 20 ans. Le couple de voisins, David Delplanque et Aurélie Lafranc, écopent de 6 et 4 ans. Quant aux autres, 7 accusés sont innocentés par la justice. Ils sont acquittés. Odile Maréco, acquitté. Roselyne Godard, acquittée. Pierre Martel, acquitté. Karine Duchauchois, acquittée. Daniel Legrand, père, David Brunet et Christian Godard sont acquittés eux aussi. Quant aux 6 derniers,
ils sont condamnés. Jugés coupables, l'huissier Alain Maréco, Daniel Legrand fils, Sandrine et Franck Lavier, Thierry Dosque et l'abbé Viel. Immédiatement, les 6 condamnés font appel. Et ce n'est qu'1 an et demi plus tard que la Cour d'appel de Paris les acquitte. L'un d'eux, pourtant, François Mourmand, n'aura pas la joie de voir son innocence reconnue. Il est mort en prison d'une surdose médicamenteuse. Le 9 juin, à 7h du matin, mon père me téléphone. Puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je dors. » Je dis « Qu'est-ce qui te prend de m'appeler à 7h du matin ?» Puis il se met à pleurer. Il me dit « Est-ce que tu es au courant ?» Je dis « Au courant de quoi ?» Il me dit « Ton frère, il est mort en prison. » Mon frère, il se battait quoi, pour faire prouver son innocence, et puis personne n'a voulu l'entendre, quoi. Seulement un qui aurait dû l'entendre, aujourd'hui, il serait encore vivant. Aujourd'hui, près de 15 années ont passé, et dans l'esprit de tous, l'affaire d'Outreau reste définitivement associée à un nom, Burgot, celui du juge d'instruction par qui le scandale est arrivé. Depuis, Fabrice Burgot a dû rendre des comptes à ses supérieurs. Il a été accusé d'accumulation de manquements systématiques, voire volontaires, et d'atteinte aux droits de la défense. C'était la première fois où on jugeait de problèmes, on va dire, de procédure, de la manière dont un juge avait travaillé. Habituellement, on juge les comportements problématiques ou les dérives de certains magistrats. Mais là, on jugeait pour la première fois le travail d'un juge. Finalement, en avril 2009, après des semaines de réflexion, le Conseil supérieur de la magistrature a infligé au juge Burgot la plus faible des sanctions. Une simple réprimande. Cette réprimande n'avait pas été votée à l'unanimité. Je veux dire, il y a eu 6 voix pour et 5 contre. Donc, franchement, on peut toujours dire que les pairs ont protégé le juge Burgot. Mais ce que je veux dire, c'est que ces erreurs n'étaient pas aussi flagrantes que ce qu'on en a dit. Et je ne sais pas si le juge Burgot méritait ce lynchage médiatique qu'il a eu. Le Conseil supérieur de la magistrature a par ailleurs reconnu que le juge Burgot n'a jamais suscité d'observations négatives de la part de ses nombreux supérieurs. Parmi eux, le procureur Gérald Le Signe. Il a dû quitter ses fonctions et s'acclimater à une nouvelle région, la Normandie. Aujourd'hui, il est substitut général à Caen. Quant au juge Burgot, il a été muté à la Cour de cassation, la première juridiction de France. Mais inutile d'y voir une promotion. Il est auditeur affecté au service de documentation des études et du rapport. Autrement dit, le juge Burgot ne signe désormais plus aucun acte. On peut considérer d'une certaine part que la justice, le corps en lui-même a été, on ne dira pas complaisant, peut-être reconnaissant à M. Burgot d'avoir porté tout le fardeau de cette affaire. Bon. Mais dans le même temps, il n'est pas certain que M. Burgot fasse la carrière à laquelle il aspire. Parce que la profession est rancunière. Et M. Burgot est quelque part celui par qui le scandale est arrivé. Et ça, je pense qu'ils ne le lui pardonneront pas. Patrick Maisonneuve, vous êtes l'avocat du juge Burgot. Alors, est-ce qu'il a l'impression aujourd'hui d'être au placard? Écoutez, il a une fonction. Il a une fonction qui est loin, effectivement, de tout contact avec le public. Son avenir sera sûrement très difficile parce que son nom est intimement lié à l'affaire Outreau. Il est quand même magistrat. Il est à la Cour de cassation. Nous verrons pour l'avenir. Avec le recul, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'instruction qu'il a menée dans l'affaire d'Outreau? On peut toujours émettre des critiques sur une instruction, sur celle-là comme sur d'autres. D'ailleurs, on peut toujours essayer de refaire l'histoire, parce que d'abord, c'est plus facile de la refaire que de la vivre. Ce que je veux simplement dire, c'est que le juge Burgot s'est toujours défendu de dire qu'il avait fait les choses parfaitement, qu'il n'aurait pas commis d'erreur. Ce qu'il a toujours contesté, c'est d'avoir fait les choses de mauvaise foi.
de façon partisane, de façon orientée. Ça, il n'a jamais voulu l'admettre, il n'a jamais changé sa position. On lui a reproché d'avoir instruit à charge, surtout. N'oublions pas qu'il n'était pas seul. Je rappellerai quand même que les actes du juge Burgot, ils ont été confirmés par les magistrats de la cour d'appel de Douai, de la chambre de l'instruction. Il y a eu plusieurs magistrats de la cour, donc beaucoup plus expérimentés que Fabrice Burgot, qui ont eu à connaître de ce dossier et qui n'ont pas pour autant critiqué ou infirmé les ordonnances du juge. Je crois qu'on lui fait porter on lui fait porter encore aujourd'hui, une responsabilité, alors que s'il veut y avoir une critique, un regard critique, je crois qu'il faudrait voir les choses de façon beaucoup plus collective. En même temps, côté sanctions, il s'en est vraiment bien tiré. Écoutez, tout cela est d'une profonde hypocrisie, parce que moi, de deux choses l'une, soit on estimait qu'il y avait une faute professionnelle et alors on pouvait prononcer une peine, et une peine significative, soit il n'y avait pas de faute professionnelle caractérisée, et à partir de ce moment-là, on le relaxait. On a fait un choix à mi-chemin qui est satisfaisant pour personne. De leur côté, les acquittés d'Outreau sont réhabilités. Aujourd'hui, leurs avocats sont devenus des stars. Parmi eux, Éric Dupond-Moretti, l'avocat de la boulangère, est maintenant l'un des pénalistes les plus célèbres de France. Acquittés et avocats ont droit aux hommages de la République. Le président Jacques Chirac et le garde des Sceaux Pascal Clément leur expriment regrets et excuses. C'était un juste retour des choses que la République qui les avait, comme on disait, jetés aux chiens, c'était ça l'expression d'un président de la République, on les avait jetés aux chiens, eh bien, les invite dans les ors de la République pour y prendre l'apéritif, une petite collation, et puis dire beaucoup, vous savez, ouais, enfin, tout ça me laisse évidemment bien dubitatif et les a laissés, je pense, également bien dubitatifs. 5 ans après le début de l'affaire, en janvier 2006, une commission d'enquête parlementaire est chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans le dossier d'Outreau. André Valigny, député de l'Isère, est nommé président de cette commission. André Valigny, les excuses, les regrets de la République, est-ce que ça suffit à effacer les traces de ce qu'ont vécu les victimes d'Outreau et la honte aussi? Les victimes, évidemment, resteront marquées à vie. Je crois que l'affaire d'Outreau a concentré à elle seule tout ce qui peut mal fonctionner dans une affaire judiciaire. Il y a eu des dysfonctionnements en cascade. Les services de police ont mal travaillé, au début en tout cas. Les magistrats, et pas seulement le juge Burgot. Les journalistes aussi ont dérapé, ont reconnu devant la commission d'enquête qu'ils avaient mal travaillé, pour certains en tout cas. Ils se sont laissés aveugler par l'horreur de ce qu'ils entendaient, de ce qu'on apprenait sur cette affaire d'Outreau, et ils ont foncé tête baissée dans le sens de la culpabilité de ceux qui étaient accusés et qui se sont révélés innocents. Et puis les experts ont eux aussi mal travaillé, et ils l'ont reconnu eux aussi devant la commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête pour comprendre comment la justice a pu s'égarer ainsi, en tirer des enseignements et faire des propositions. Les députés ont entendu 221 personnes pendant plus de 200 heures, décortiquer l'instruction, pointer les dysfonctionnements et établir les responsabilités de chacun. Une commission parlementaire qui a duré 4 mois d'audition, des journalistes dont je faisais partie, des magistrats, des avocats, des experts, mais aussi des acteurs sociaux, médicaux sont passés devant une trentaine de personnes, dont la plupart étaient des parlementaires, et ont essayé d'expliquer ce qu'ils avaient fait. Ces parlementaires ont souvent donné beaucoup de leçons, hein, et bon, c'était ça qui était un peu gênant, parce que ces parlementaires, c'est quand même eux qui votent le budget de la justice, le budget misérable de la justice, et c'était un peu fort de café qui donne des leçons à tout le monde, alors que quand même, une des raisons du fiasco judiciaire d'Outreau, c'était aussi parce qu'il y a quand même un manque de moyens flagrant dans la justice. Il y a encore tout un tas de propositions qui ont été émises par la commission et qui aujourd'hui n'ont pas été mises, malheureusement, qui n'ont pas été traduites par la loi, c'est vrai. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Moi, je dirais que cette commission, elle a accouché d'une souris, mais je suis sans doute mal pensant.
André Valigny, la commission que vous présidiez a suggéré des réformes. Lesquelles ont été adoptées? Depuis quelques années, j'entends beaucoup dire que cette commission n'a servi à rien et que cet énorme travail parlementaire, finalement, a débouché sur quasiment rien. C'est faux. Des réformes ont eu lieu. Et la loi de 2007 a notamment prévu que dans chaque département existe désormais une cellule de recueil des informations préoccupantes, une CRIP, pour repérer et signaler surtout les enfants en danger de maltraitance. De la même façon que, depuis la commission Outreau, la détention provisoire a été mieux encadrée. Il est moins facile aujourd'hui pour un magistrat de mettre quelqu'un en détention provisoire. Les critères à remplir sont plus nombreux et plus précis. Troisième avancée que l'on doit à la commission Outreau, mais pas seulement à la commission Outreau, c'est la réforme de la garde à vue. À l'époque d'Outreau, les avocats n'avaient pas accès à la garde à vue. Aujourd'hui, grâce à une loi de 2011, eh bien, les avocats peuvent assister leurs clients en garde à vue. La seule vraie grande réforme que nous avions préconisée et qui n'est pas mise en œuvre aujourd'hui, c'est la collégialité de l'instruction. Parce que tous les débats autour de l'affaire Outreau, en termes de procédure pénale, tous ces débats tournaient finalement autour du juge d'instruction. Est-ce qu'il faut supprimer ou non le juge d'instruction? Nous avons conclu à la majorité, pas à l'unanimité, mais à la majorité de la commission, qu'il fallait conserver le système de l'instruction à la française, à condition d'en finir avec le juge unique, seul, solitaire. C'est toujours dangereux, un juge unique, solitaire, surtout s'il est inexpérimenté, comme c'était le cas dans l'affaire Outreau. Dans Outreau, qu'est-ce que ça aurait changé, la collégialité des juges? Notre idée, c'est de faire en sorte que les affaires qui vont à l'instruction, c'est-à-dire les affaires les plus difficiles, eh bien que ces affaires soient instruites par 3 magistrats instructeurs. Un juge expérimenté, un juge qui débute, et puis un juge en pleine capacité professionnelle, eh bien à 3, ces 3 juges pourraient sans doute faire un meilleur travail. C'est toujours utile d'avoir des regards croisés, de pouvoir échanger avec ses collègues et de savoir si on ne fait pas fausse route. Avec le recul, on peut se poser la question. Plusieurs juges sur un même dossier, cela aurait-il empêché Myriam Badaoui d'accuser à tort et à travers? Peut-être. Aujourd'hui, celle par qui le scandale est arrivé est libre. Myriam Badaoui est sortie de prison en septembre 2011, après avoir purgé 10 ans, soit les 2/3 de sa peine. Madame Badaoui a été condamnée moins sévèrement que son mari. Moi, j'ai eu un peu de mal à le comprendre. Bon, la justice est passée, Madame Badaoui a purgé sa peine, elle est sortie de prison. Comme on dit, elle a payé sa dette à l'égard de la société, à la hauteur de ce qui avait été fixé. C'est vrai qu'elle est, à sa manière, la pierre angulaire de cette procédure. Et que, sans doute, elle sait encore pas mal de choses qu'elle ne dit pas, qu'elle n'a pas dites. Aujourd'hui, Myriam Badaoui veut refaire sa vie. Loin d'Outreau, loin de son passé et de ses enfants. Myriam Badaoui, elle est sortie de prison. Elle a trouvé un travail, a priori. Elle est, on va dire, dans l'ouest de la France. Elle a changé complètement physiquement. Il paraît qu'on ne la reconnaîtrait plus. C'est ce qui se dit. Aurélie Grenon et Thierry Delplanque sont sortis eux aussi et tentent de se faire oublier. À ce jour, seul Thierry Delay, le mari de Myriam Badaoui, est toujours derrière les barreaux. Condamné à 20 ans de prison, il serait libérable en 2021. Maître Crépin, vous la voyez, que fait-elle ou vit-elle aujourd'hui? Elle essaie de se reconstruire dans une structure d'accueil, je dirais en bricolant, c'est-à-dire en rendant service ça et là. Dès qu'il y a une heure de travail à effectuer, elle est prête à l'effectuer, elle est disposée. Parallèlement, elle a son suivi socio-judiciaire avec ses mesures d'accompagnement psychologique et psychiatrique. Elle est en phase de reconstruction. Je suis convaincu, pour ma part, qu'elle y arrivera. Myriam Badaoui n'a pas le droit de s'exprimer aujourd'hui. La justice le lui a interdit. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Cette femme est muette. Il faut qu'elle soit muette pendant 10 années à partir de sa libération. Qu'est-ce qu'on craint? Je crois que Myriam Badaoui a été une arme extrêmement utile et qu'on craint sans aucun doute qu'elle puisse expliquer aujourd'hui les conditions dans lesquelles elle a pu non seulement faire des aveux, mais également porter des accusations extrêmement graves.
Il faut savoir que son nom était difficile à porter, qu'elle a été l'objet de colibés, de violences pendant toutes ces années d'incarcération, qu'elle soit aussi protégée contre elle-même, qu'elle soit accompagnée, on peut le comprendre. Mais qu'elle soit bâillonnée, ça n'est pas normal. Un nom difficile à porter, aujourd'hui elle voudrait changer de nom. Il faut qu'elle change de nom. Il suffit de taper le nom de Badawi sur Internet pour que vous ayez une multitude d'articles. Et un employeur qui tape Badawi constate immédiatement que c'est cette femme qui a été, je dirais, un des personnages essentiels du dossier d'Outreau. Il faut qu'elle change de nom et il faut pour cela que le garde des Sceaux, que le ministère de la Justice, que le ministre de la Justice eh bien, accepte la requête que nous allons déposer. Dernière question, crue. Myriam Badawi, elle a quand même laissé violer ses enfants par son mari. Est-ce que ses enfants pourront lui pardonner un jour? Ce sera aux enfants de nous le dire. En tout cas, je crois que Myriam Badawi, aujourd'hui, elle fait tout, et tout dans son attitude et dans sa démarche humaine. Elle tend, pas par la recherche du pardon, mais par la compréhension de la part de ses enfants. Et si ces enfants-là comprennent, peut-être qu'un jour, ils pourront pardonner. Mais c'est une réponse qui leur appartient à eux et à eux seuls. Le pardon. Myriam Badawi l'attend de ses enfants, mais aussi des acquittés d'Outreau. L'un d'eux ne pourra jamais le lui accorder, c'est François Mourmand, mort dans sa cellule. Ça a été quelque chose de terrible, ça. Ça a été quelque chose de terrible de voir sa sœur, cette petite bonne femme, qui était au procès avec la photo qui portait le portrait de son frère, de cet homme dont on ne sait pas s'il s'est suicidé ou on sait qu'il est mort en prison, il prenait des médicaments, il était au fin fond de son désespoir. Ça, c'est terrible. Parce que les autres sont restés des éclopés de l'institution judiciaire. On ne peut pas se remettre d'une affaire pareille. Des éclopés dont certains ont été depuis à nouveau épinglés par la justice. Les époux Lavier. Après avoir été acquittés en décembre 2005, le couple a retrouvé ses enfants, acheté une grande maison avec ses indemnités et tenté de reprendre une vie normale. Mais 6 ans plus tard... C'est leurs enfants de 10 et 11 ans qui ont fugué, qui ont marché pendant des kilomètres pour retrouver leur famille d'accueil dans laquelle ils avaient été placés et qui ont fui la maltraitance de leurs parents, qui les punissaient avec des punitions vraiment graves, puisque l'expert à l'époque médicale a constaté des genoux déformés, puisque les parents obligeaient les enfants à rester à genoux sur des manches à balai, et puis des bouts de doigts écrasés, puisque visiblement les parents tapaient sur les bouts des doigts des enfants. Donc ce n'est pas rien. Ils étaient aussi accusés de corruption de mineurs. Les policiers, lors de la perquisition, avaient récupéré quand même des choses un peu ambiguës, notamment une vidéo où on voyait le couple Lavier avec 4 autres adultes à moitié nus ou dénudés, simuler des rapports sexuels devant leurs enfants. Voilà, bon. Donc, franchement, un dossier lourd. Sandrine et Franck Lavier ont regretté ces gestes déplacés devant leurs enfants. En 2012, ils ont été condamnés à 8 et 10 mois de prison ferme pour violences habituelles sur leurs enfants. Le tribunal n'a finalement pas retenu les faits de corruption de mineurs. Aujourd'hui, rares sont les rescapés d'Outreau qui ont réussi à revenir de l'enfer. Daniel Legrand, fils, a été condamné au premier procès d'Outreau et a dû attendre 1 an et demi de plus pour que son innocence soit reconnue. Et ce n'est pas terminé. Un procès l'attend encore, en 2015 à Rennes, car une partie des faits dont il a été accusé a eu lieu alors qu'il n'avait que 17 ans. Même si la cour d'assises l'a blanchi, Daniel Legrand va devoir s'expliquer de nouveau devant une juridiction pour mineurs. Daniel Legrand, lorsqu'au premier procès, le président de la cour d'assises a égrené les noms des accusés, qu'il en est venu à vous et que vous avez entendu coupable, qu'est-ce que vous avez ressenti? Du dégoût. J'ai été dégoûté d'avoir été condamné à Saint-Omer. Et j'ai été reconnu coupable d'agression sexuelle alors que j'ai jamais agressé d'enfant. J'ai pas compris. Finalement, votre innocence a été reconnue lors du procès en appel. Votre vie, après ce cauchemar, c'est quoi? Difficile de remonter la pente.
Vous avez eu un passage très douloureux, très pénible, notamment par la drogue. Qu'est-ce que vous preniez? De l'héroïne, cannabis, cocaïne. Mais bon, ça, j'aurais pas dû le connaître, ça. Si l'affaire d'Outreau n'aurait pas été là. Je serais toujours sportif à l'heure actuelle. Mais là, même le sport, je suis plus attiré. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Ben, j'ai eu un traitement. Et je l'ai encore aujourd'hui. Sans ce traitement-là, je serais pas dans mon assiette. La prison, ça a été dur, j'imagine. Il fait pas bon être pédophile en prison. Des insultes derrière ma porte, on frappe à ma porte des grands coups. On me traitait de pointeur, de pédophile, du trou, tout ça. On me traitait de tous les noms. Vous sortiez quand même de votre cellule? Quand j'étais à Lodge, j'ai pas connu la promenade. Après, j'ai été transféré à Longness. Et quand j'étais transféré à Longness, mon père il était transféré de Amiens à Fresnes. On l'a mis à Fresnes dans la région parisienne, loin de sa famille. Ça l'a détruit aussi, mon père. Effectivement, votre père n'est plus là aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade, puis il s'en est pas remis. Qu'est-ce qu'il a eu? C'est une maladie, un cancer. Vous pensez que c'est l'affaire d'Outreau qui l'a brisé? Bah, ça a beaucoup joué, ouais. Ouais, parce que mon père, il demandait rien à personne. On ne demandait rien à personne, nous, les Legrand. Et on est venu nous faucher du jour au lendemain. On nous a pas fait de cadeaux. Les Legrand, ils ont un bon dos. On a le dos large, nous. Les Legrand, on les salue bien. Alors qu'on est des gens comme tout le monde. Bien que vous ayez été acquitté par la cour d'assises, vous allez devoir encore répondre pour la même chose, pour les mêmes faits d'Outreau, devant la cour d'assises des mineurs. Ouais, mais c'est scandaleux. C'est un procès pour rien. Alors on nous a quittés à Paris, en procès en appel, et là on me refait un procès pour passer en mineur. Faut arrêter, quoi. Ça ni queue ni tête. Vous êtes inquiet? Pas vraiment, non. Il n'y a rien dans le dossier. Ils peuvent pas me mettre en prison pour des choses que je n'ai pas faites. Mais j'irai là-bas à Rennes, je me défendrai. Enfin, j'en sortirai la tête haute, j'espère. Aujourd'hui encore, pour la plupart des protagonistes de l'affaire d'Outreau, comme pour Daniel Legrand, le chemin de la reconstruction est encore long. Roselyne Godard, la boulangère, s'est engagée dans des études de droit pour devenir avocate avant de renoncer. L'abbé Vielle, lui, a mis un point d'honneur à retourner vivre dans la tristement célèbre Tour du Renard. L'huissier de justice Alain Marécaux a retrouvé sa vie d'avant, enfin presque. Alain Marécaux, dans une sorte de pied de nez à l'institution judiciaire, enfin c'est comme ça que ça a été compris, pas par lui, mais par beaucoup de commentateurs, a décidé de redevenir huissier de justice et de prêter à nouveau serment au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Il a refait sa vie après son divorce. Et voilà. Et alors, ce qui est plus compliqué, mais je pense que les choses finiront par s'arranger, je l'espère en tout cas, mais c'est ces enfants, la situation des enfants. L'élan a été brisé de ces enfants. C'est des enfants qui étaient très prometteurs au plan scolaire, qui travaillaient bien, qui étaient bien équilibrés, etc. Bon. Et puis, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Quant à Karine Duchoschois, la plus visible des acquittés d'Outreau, elle est la seule à s'en être véritablement sortie. Devenue journaliste, elle anime depuis février 2013 une nouvelle série documentaire sur la chaîne Planète Crime Investigation, baptisée Engrenage infernal. En parallèle, elle tient une chronique consacrée au droit sur l'antenne de France Info. Karine Duchoschois, vous êtes finalement l'une des seules à être vraiment sortie de l'enfer d'Outreau. Moi, ça m'est arrivé, j'avais à peine 20 ans, donc j'avais encore les ressources et je pense les forces nécessaires pour rebondir et pour en faire autre chose. Puis aussi sûrement une force de caractère qui était chez moi déjà là et qui était en moi. Et puis est venue cette affaire et je me suis dit mais non quoi, je suis pas ça. Je vais me battre, je vais leur montrer que c'est pas vrai. Je me suis battue, j'ai réussi à prouver que c'était pas vrai, à être innocentée à Outreau, à Saint-Omer en tout cas au procès. Et là j'ai dit maintenant je vais vous montrer qui je suis quoi. Et là j'ai mis toute mon énergie
à la reconstruction, à ce métier de journaliste où j'ai dit je veux devenir journaliste, j'ai pas lâché, j'ai mis mon énergie et j'y suis arrivée. Vous avez échappé, vous, à la prison, vous n'avez pas été... Je suis la seule dans toute cette affaire à ne pas avoir été en prison. Ça a été ma chance, je pense, même si le juge Burgot a voulu m'y mettre 2 fois. Le pire dans tout ça pour moi, c'est que quand même pendant toute cette période, on m'enlève mon fils, à l'époque qui a 5 ans, et je le retrouverai que 3 ans plus tard à la cour d'assises de Saint-Omer à 8 ans. Aujourd'hui, vous l'avez retrouvé, votre fils? Je ne l'ai jamais vraiment retrouvé, non. Déjà, on ne vous le redonne pas comme ça tout de suite. On vous dit il va falloir le réapprendre à vivre avec vous. Donc bon, ce qui n'est pas faux. Ils ont raison, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent très bien qu'ils détruisent les gamins pendant ce temps-là, et que le gamin, il ne peut pas revenir dans sa famille comme ça du jour au lendemain et reprendre sa vie normale. Donc il a été 15 jours chez son père, 15 jours avec moi, parce qu'on était séparés. Et à la finale, il a choisi de repartir avec son père. Et il est toujours resté avec son papa encore aujourd'hui. Donc non, j'ai jamais vraiment récupéré mon fils, et encore aujourd'hui, je ne l'ai pas récupéré, non. Tous les acquittés d'Outreau ont été indemnisés. Est-ce que votre indemnisation a été à la hauteur du préjudice? Tout l'argent du monde, tout l'or du monde ne peut pas réparer ce qu'on nous a fait. Parce que même si aujourd'hui on était millionnaire, on aurait une vie aisée, on n'aurait pas de problème, on serait toujours passé par là où on est passé. Donc c'est pas une question d'argent. Après, chacun a eu son préjudice, a été évalué selon les mois de prison, les années de travail perdu s'il travaillait, etc. Mais c'est pas l'indemnisation qui nous a rendu notre vie d'avant, non. 15 ans plus tard, Karine Duchossois continue son chemin dans le monde des médias. Les médias qui ont une responsabilité incontestable dans le dérapage de l'affaire d'Outreau. Ils auraient pu être un contre-pouvoir et alerter. Ils n'ont fait qu'amplifier les atteintes aux personnes injustement mises en cause. Avant de prendre un virage à 180 degrés. Il y a une certaine presse qui aime la dramatisation des choses, qui vit du scandale, qui vit de toutes ces affaires un peu sulfureuses. Vous savez, cette affaire d'Outreau, elle va vraiment intéresser une certaine presse que quand il y a un huissier dedans, un curé dedans, une boulangère dedans, une infirmière dedans, et là on se dit, c'est une espèce de notables qui vont faire leur marché dans les HLM auprès des classes défavorisées, et des familles qui prostituent, des enfants, etc. Bon, là, ça. Je pense qu'on en a trop fait, qu'on est passé d'un extrême à l'autre, de tous coupables à, bon, entre guillemets, tous innocents. Et les médias, je pense, n'ont pas été assez dans la nuance. On a été un peu... on s'est emballé, comme souvent. Aujourd'hui encore, plusieurs années après la fin de l'affaire, Outreau ne cesse de nourrir les polémiques. Une fiction a été réalisée pour le cinéma, Présumé coupable, avec Philippe Torreton. Un film engagé, dur, qui raconte le calvaire d'Alain Marécaux, l'huissier d'Outreau. Mais c'est le documentaire réalisé 2 ans plus tard par le journaliste Serge Garde et produit par Bernard de la Villardière, Outreau, l'autre vérité, qui provoque un séisme dans le monde judiciaire et dans la vie des acquittés d'Outreau. Pourquoi on fait ça à un enfant? À tous les jeunes de France, à mon frère Dimitri, Jonathan, Dylan, et à mon père. Un documentaire choc qui, à demi-mot, remet en cause l'innocence de certains acquittés, blanchit le juge Burgot et donne la parole aux enfants. Dans la petite enfance maltraitée, père insensible et regretté. Serge Garde, vous êtes le réalisateur du film Outreau, l'autre vérité. Comment vous est venue l'idée de faire ce film? Ce qui m'est apparu très suspect, c'est que tous les médias nous ont servi la même soupe, la même version. Or, quand on regarde les grandes affaires criminelles depuis que les cours d'assises existent, l'opinion publique et les médias ont toujours été divisés. Sauf dans l'affaire d'Outreau. Outreau, c'était devenu un tabou. Quiconque remettait en doute, ne serait-ce que sur certains points secondaires, la version officielle, qui est celle que tout le monde a dans la tête, à savoir que l'affaire d'Outreau, c'est un fiasco provoqué par une femme mythomane, par des enfants menteurs et un juge incompétent. Dès l'instant où on touchait à ce dogme, immédiatement, ça provoquait des réactions d'une violence extrême. Dans votre film, clairement,
vous remettez en question l'innocence de certains des acquittés. C'est pas ma démarche, encore une fois. Il faut revenir aux faits et aux dossiers. Vous avez, à l'issue de 2 procès, 4 adultes qui sont condamnés pour des actes des viols, des actes de barbarie, etc. Ils sont condamnés pour proxénétisme. Et la question qui se pose, c'est s'il y a proxénétisme, où sont les clients? L'autre couple? Ça fait 4 personnes, admettons. Mais comment vous expliquez que 12 enfants ont été reconnus victimes de viol et indemnisés en tant que tels? Les 4 n'étaient pas les parents de ces 12 enfants. Alors, comment les 12 enfants sont venus se faire violer? C'est leurs parents qui les a amenés? Comment ça s'est passé? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Votre film, est-ce que c'était un moyen de libérer la parole de ces enfants? Tous les enfants qui ont été victimes de viol et victimes de l'institution judiciaire dans cette affaire vont très mal. Ils vont très mal. Il faut bien mesurer que ça fait 10 ans qu'on répète partout que ce sont eux, les enfants, qui sont responsables du fiasco d'Outreau. Que ce sont des menteurs. Que ce sont des menteurs. Eh bien, je le dis très clairement, ceux qui ont diffamé durablement les enfants ont pris et continuent à prendre un gros risque parce que ces enfants, on en a fait des bombardements. Je crois qu'il faut bien mesurer leur souffrance et, j'allais dire, leur dangerosité potentielle. Vous savez, quand vous êtes victime d'abord de viol, et ensuite vous êtes victime de la société qui vous dit « tais-toi, t'es un menteur », il y a de quoi péter un plomb. Hein. Pour toujours, Outreau restera dans les annales judiciaires l'affaire qui a changé le regard porté sur la parole des enfants. Durant des siècles, les agressions dont était victime l'enfant au sein de sa famille étaient tabous. La parole de l'enfant considérée comme peu fiable. En 1989, la loi a enfin instauré un dispositif de protection de l'enfance maltraitée. Depuis une vingtaine d'années donc, on accorde du crédit à cette parole. Mais depuis l'affaire d'Outreau, nouveau retournement de situation. Les spécialistes, les experts disent qu'effectivement, il y a eu un avant et un après d'Outreau et que ensuite la parole de l'enfant a été systématiquement mise en doute et que il y avait tout d'un coup l'enfant était devenu celui dont on devait se méfier et on sait à quel point c'est difficile pour un enfant ou pour un magistrat ou pour un expert de récolter la parole d'un enfant qui a été abusé. C'est très difficile, mais les spécialistes en général le disent. Ils disent qu'il y a eu un avant et un après Outreau et que, eh bien, on a payé. Qu'on a vraiment payé tout ce déballage et cette suspicion, ce lynchage, on va dire, presque des enfants. L'affaire d'Outreau a, à l'évidence, changé le regard des professionnels de la justice, mais aussi des jurys populaires sur la parole de l'enfant. Non pas que l'enfant, je dirais, mente de manière systématique ou qu'il faille, parce que c'est la parole de l'enfant, systématiquement s'en méfier et suspecter que l'enfant puisse mentir. Mais simplement, Outreau affirme de la manière la plus simple, je dirais avec un bon sens qui est tout à fait élémentaire, que l'enfant peut mentir. C'est pas que l'enfant ment et qu'il a vocation à mentir, mais qu'il peut mentir. Ce sont les enfants de Myriam Badaoui et de Thierry Delay qui sont au cœur de la polémique. Des enfants dont la souffrance est pourtant indéniable. Des enfants à l'âge des cours de récréation jetés devant une cour d'assises. Pour avouer devant la France entière qu'ils avaient menti, qu'ils avaient accusé des innocents. Il suffit de les voir aujourd'hui pour comprendre qu'il y a eu quand même un problème. Ils sont, je le disais, en lambeaux, complètement déstructurés. Et là encore, il y a une responsabilité. Moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que ces enfants ont été placés dans des familles d'accueil. À 18 ans, plus rien. Bon, alors peut-être que c'est normal, je ne sais pas, mais à 18 ans, ils ont été livrés à eux-mêmes complètement.
Et c'est vrai qu'on aurait pu quand même, je sais pas, se dire qu'à 18 ans, peut-être qu'il fallait continuer à suivre ces enfants qui n'en étaient plus, mais qui étaient des jeunes adultes, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'eux le vivent très mal. Nous avons retrouvé Dimitri Delay, le second de la fratrie. C'est lui qui a parlé le premier, qui a dénoncé les viols que ses frères et lui subissaient. C'est par lui que l'affaire d'Outreau a éclaté. Au moment de l'interview, Dimitri a 21 ans. Il est sans emploi et sans domicile fixe. Sa vie est en lambeaux. Dimitri Delay, on vous a traité de menteur. Oui. Plusieurs reprises. Ça fait mal. Ça fait mal et on se sent rejeté, incompris. On a l'impression d'être un yo-yo qui est projeté de gauche à droite. On n'a pas dit les choses pour se faire un buzz. Je pense pas qu'un gamin de 7 ans arriverait à imaginer ou quelqu'un lui soufflerait à l'oreille. Bah tiens, dis ça pour qu'il se passe ça. Non. Ce qu'on a dit, c'est parce qu'on l'a vraiment vécu. Parce qu'on voit encore les flashs, les images. On voit encore les détails, les cris, les pleurs. Les sentiments de se sentir renfermé, de ne pas avoir d'échappatoire. Si je m'en sors pas, c'est que j'ai pas eu de repère. On n'a pas vécu comme des gens normaux. Y a rien qui était concret. Rien. Aujourd'hui, j'ai pas d'objectif. J'ai pas de porte qui s'ouvre. J'ai pas de garantie. Je sais pas ce qui sera fait pour moi demain, ni au prochain jour. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance aux gens. Vous dormez où? Vous vivez de quoi? Je vis à l'arrache. Je dors à l'arrache. Je vis chez des copains, des fois dans des squats, des lieux désinfectés, dans des maisons abandonnées. Tout ce qu'on peut trouver pour être à l'abri. Comment vous faites pour manger? C'est la débrouille. On vit avec ceux qui ont le cœur sur la main. Sinon, quand on n'a pas ces personnes-là, on fait comme on peut. Moi, je dis pas, hein, je suis pas un saint. Combien de fois je suis parti dans des magasins pour voler des tartines et un paquet de tranches de viande pour pouvoir manger. Votre mère, Myriam Badaoui, est sortie aujourd'hui? Faut pas que je la voie. Et vaut mieux pas. Mais j'ai même pas envie de la voir. Pourquoi revoir des monstres? Pourquoi être encore dans les cauchemars? On a plus des envies négatives qu'autre chose, envers ceux qui nous ont fait du mal. Pensez que vous pourrez pardonner un jour? Non. Parce que... Non. Ils ne méritent pas qu'on leur donne le pardon. Non. Ils méritent juste de s'en mordre les doigts et de comprendre que un jour ou l'autre, tout se paye. La roue tourne. Et je dis pas tout se paye pour faire une menace, non. Mon objectif aujourd'hui, je pense même pas. Je pense même pas à les attaquer. Je pense pas à aller chez eux et à les surveiller ou... Non. J'espère juste qu'un jour, ils vont se prendre un bâton dans les roues et qu'ils vont galérer comme nous on galère depuis tant d'années. Je pourrais partir comme beaucoup de gens qui ont subi des choses. Ah, puis il y a eu un détournement. Ils ont explosé en eux-mêmes. Ils ont décidé de faire leur propre justice. Malheureusement, cette justice-là, elle n'est pas autorisée. Je peux pas me permettre de la faire. Ce que je peux me permettre, c'est de m'en sortir et de leur montrer que, vous voyez, vous m'avez massacré toute mon enfance. Aujourd'hui, je peux m'en sortir. Et ça, je pense que
ça sera ma plus grosse arme. Ouais. Des années après la révélation du scandale, après le désarroi des victimes, les larmes des acquittés et les excuses du président de la République, l'affaire d'Outreau brûle encore. Elle reste un drame humain impossible à effacer de la mémoire collective, mais aussi une crainte pour tous. Un nouvel Outreau est-il encore possible ? Est-ce que nous sommes à l'abri, au fond? Malheureusement, non. Malheureusement, la justice peut encore se tromper. Elle se trompe parfois. Mais Outreau, bizarrement, paradoxalement, n'est pas une erreur judiciaire. Parce qu'au final, les coupables ont été condamnés et les innocents ont été acquittés. Mais au bout du compte, malgré tous ces dégâts collatéraux, malgré toutes ces victimes, malgré toutes ces souffrances, à la fois souffrances des enfants victimes, mais souffrances aussi des acquittés, ça n'est pas une erreur judiciaire.